Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Morning Bull Live. Nous sommes le 17 février 2025 et comme je vous ai bassiné avec mes infos et mes commentaires durant le Swiss Bliss du week-end, je ne vais pas vous rejouer toute la semaine. On va donc se concentrer sur un sujet, l'inflation. Oui, parce que moi j'aime bien l'inflation parce que ça nous fait souvent peur et que ça nous occupe souvent quand il y a des chiffres qui sont publiés comme la semaine dernière. D'ailleurs, je vous avoue platement que je ne me remets pas encore vraiment de la semaine dernière. Pour une fois qu'on a des chiffres qui vont pas forcément dans le bon sens, je pensais qu'on ferait quand même une crise de panique un peu plus intense. Mais bon, en fait, non. Et puis, la crise de panique, on était habitué. On commençait à se dire tous les lundis sous Trump, c'est la panique, et crise d'angoisse avec les droits de douane qui changent toutes les semaines. Et puis, là, non, pas de droits de douane qui font peur et une inflation qui fait peur. Mais ça, visiblement, maintenant, on est habitué et on s'en fout. Bref, on fait le point sur ce jour férié américain et sur ce qui s'est passé sur l'inflation juste après ça. Alors le lundi, c'est jamais facile de venir au boulot, c'est jamais simple de revenir devant les écrans après le week-end, mais c'est encore plus compliqué quand tu dois revenir au bureau et qu'en plus les Américains sont en train de saluer leur président et que du coup les marchés de là-bas sont fermés parce que tu sais que les volumes seront merdiques et que ça risque d'être un petit peu trop calme quand on aime bien que ça bouge un peu, qu'il y ait de la vol et qu'on ait des vrais traders. Pourtant, je sais pas, mais depuis le début de l'année, on entend sans arrêt que l'Europe c'est pas cher, alors il faut acheter peut-être et que cette fois, ce lundi, sans les Américains, ce sera peut-être plus passionnant que d'habitude parce que l'Europe, c'est pas cher. Alors franchement, j'en sais strictement rien, mais une chose est certaine, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, la scission entre l'Europe et les USA n'a jamais été aussi marquée. On va donc donner une chance au marché européen en l'absence des Américains et se dire que cette fois, si ça se trouve, vu que c'est férié là-bas, Trump va en profiter pour se reposer, ne rien faire, se taire. En même temps, ça fait depuis le 26 janvier que le gars n'arrête pas et qu'on a l'impression qu'il ne dort jamais. Avant, les Américains, ils avaient un président qui dormait tout le temps, et là maintenant, avec la version Trump 2.0, on a un président qui ne dort jamais. On va donc commencer la semaine en douceur, sans grand volume, en attendant de voir quelles seront les préoccupations du marché. Alors au vu du départ tronqué de cette avant-dernière semaine de février, on va certainement nous concentrer un petit peu, on va certainement se concentrer sur les minutes du FOMC meeting qui vont sortir mercredi soir, histoire de voir si on a raté quelque chose dans le sillage de ce que Powell nous a dit après le discours du FOMC meeting, tout en sachant que lors de son témoignage devant le Congrès la semaine dernière, il a répété la même chose. En gros, les minutes devraient être un gros non-événement, vu qu'on sait presque déjà tout, mais comme il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, on va se dire que c'est important. Après, vu que nous avons encore un peu trop de temps ce matin, on peut aussi se demander comment et pourquoi l'inflation est tellement passée inaperçue la semaine dernière. Pourtant, il y avait quand même de quoi s'inquiéter, ça faisait plus de 8 mois qu'on l'avait plus vu au-dessus des 3%, le chiffre était nettement au-dessus des attentes et on voit clairement que le niveau des taux ne semble pas ou plus empêcher les prix de repartir à la hausse. Pourtant, la semaine dernière, le marché, il n'a pas bronché, pour ne pas dire le marché se fout totalement des chiffres de l'inflation, sans compter que les médias nous aident largement à nous faire comprendre que oui, l'inflation repart à la hausse, mais qu'en fait, c'est pas si grave, ce qui nous permet globalement à nous de ne pas paniquer sur le sujet. Enfin, pour l'instant. Alors qu'on pensait l'avoir enterré 6 pieds sous terre, l'inflation revient donc plus forte qu'avant et plus coriace qu'un zombie dans The Walking Dead. Et la semaine dernière, on aura appris 5 choses essentielles sur le pourquoi du comment elle refuse obstinément de mourir et de revenir au fameux 2% prévu par Jérôme Powell. Voici donc les 5 raisons pour lesquelles l'inflation se fout de nous. On pensait que la Fed avait maté l'inflation à coup de hausse de taux bien sentie. Spoiler, l'inflation a juste pris une pause café avant de revenir en force. Résultat, les investisseurs doutent de la Fed doute d'elle-même, elle révise ses plans, et nous on se demande si cette satanée bête peut vraiment être domptée. Voici donc ce qu'il faut retenir des leçons du moment. Tout d'abord, la première chose, on l'a déjà dit récemment, une économie trop forte, c'est une économie qui produit de l'inflation. C'est assez logique. Normalement, quand la Fed monte les taux, l'économie doit ralentir. Le chômage grimper et la demande baisser. Sauf que là, rien de tout ça n'est arrivé. Au contraire, les Américains dépensent toujours comme si leur carte bleue n'avait pas de plafond. Le PIB continue de s'emballer, enfin de bien se comporter, on va dire. Et le chômage, lui, reste scotché à 4%. Pourtant, la Fed a fait ce qu'il fallait entre 2022 et 2023. Ils ont réussi à calmer l'inflation de 9,1% à 2,4%. Mais voilà,
depuis septembre. C'est reparti à la hausse, direction 3%. Apparemment, le génie ne veut pas retourner dans la bouteille. Et si l'économie est trop robuste pour redescendre naturellement sous les 2%, la Fed risque bien de devoir remettre une pièce dans la machine et peut-être remonter les taux. Après, deuxième point important, il y a les services qui sont actuellement une véritable plaie. Alors vous oubliez la PlayStation, les machines à laver, les iPhones. Les gens aujourd'hui claquent leur pognon sur des vacances, des restos et des abonnements à la salle de sport. Abonnements qu'ils n'utiliseront probablement jamais. Et ce qui est beau avec les services, c'est qu'ils s'en foutent totalement des taux d'intérêt. Bah oui, personne va prendre un crédit pour aller voir un concert, s'offrir un massage taille ou se faire épiler le dos. Résultat, l'inflation des services, elle reste à 4,3%, loin des bons vieux 2% d'avant la pandémie. Et tant que les gens auront les moyens de payer 12 balles un cappuccino et 300 € une nuit d'hôtel, bah la Fed pourra taper sur les taux aussi fort qu'elle veut, ça ne changera strictement rien. Et ça, c'est moche. Il faudrait presque une nouvelle pandémie pour empêcher les gens de sortir de chez eux et de dépenser de l'argent bêtement. Le troisième point qu'il faut retenir dans la thématique de l'inflation, c'est que l'inflation, elle est déjà programmée, elle est dans les tuyaux, elle est dans le pipeline. Les prix des matières premières flambent, mais sont pas du tout prêts à redescendre pour l'instant. Pétrole, qui se calme mais reste quand même cher. Cacao, blé, maïs, soya, sucre, tout grimpe comme si c'était un nouveau même stock de chez Reddit. Regardez simplement la liste des courses qui apparaît sur vos écrans, ça fout juste les jetons. Et c'est pas fini. Avec les nouvelles taxes sur l'acier, l'aluminium, les industriels américains sont en train de se frotter les mains en augmentant les prix, parce que pourquoi pas. Bref, ce qui arrive en amont finit toujours par se retrouver sur l'étiquette des prix du magasin où vous allez acheter à manger. Le point 4, bien sûr, c'est les droits de douane, la bombe à retardement. Pour l'instant, les entreprises font comme si tout allait bien, mais elles gardent quand même un œil inquiet sur Trump et ses envies de taxes à tout va. Si la guerre commerciale reprend ou démarre pour de vrai, attendez-vous à une belle vague de hausse des prix parce que les boîtes vont certainement pas absorber les coûts eux-mêmes par pure générosité vis-à-vis du consommateur. D'ailleurs, chez John Deere, vous savez, ils font les tracteurs, le comptable en chef l'a déjà annoncé, il réfléchit déjà à des scénarios pour ne pas se faire surprendre. Traduction, il cherche juste le bon moment pour répercuter les augmentations des coûts sur les clients. Et les clients, c'est vous. Ah oui, bon, d'accord. Deere, ils vendent des tracteurs et c'est sûrement pas le premier truc que vous avez sur votre liste de courses, mais disons que si Deere y pense, ils sont sûrement pas les seuls. Et puis, il y a le fameux mois de janvier. Chaque année, c'est la même histoire. Les entreprises profitent du mois de janvier pour augmenter leurs prix. Oui, on a changé d'année, donc normalement, bam, on en profite, on monte les prix. Et du coup, les chiffres de l'inflation du mois de janvier sont plus forts que d'habitude. Ensuite, les économistes essayent de tout lisser sur l'année, mais grosso modo, c'est pas toujours aussi évident que ça. Et donc, le marché se dit, ah ok, les chiffres sont élevés, mais c'est parce que c'est le mois de janvier. Résultat, on se retrouve avec des données de janvier qui ressemblent à un film d'horreur, alors qu'en réalité, ça peut se calmer dans les mois suivants. 3 années de suite, l'inflation de janvier a fait flipper tout le monde avant de retomber tranquillement. Alors, patience avant de sonner l'alerte rouge, mais prudence quand même. La question est donc, qui va gagner? Et la réponse est donc, on n'en sait rien. La Fed pensait avoir pris le dessus, mais l'inflation n'a visiblement pas dit son dernier mot. L'économie est trop solide, les services sont hors de contrôle, les matières premières en folie, on peut le dire, et les droits de douane prêts à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Bref, pour l'instant, la bataille, elle est loin d'être terminée, donc simplement accrochez vos ceintures. Ça risque de secouer encore pendant un petit moment ces histoires d'inflation, sans compter qu'il ne faut pas oublier que sur les 4 dernières années, les prix ont augmenté plus ou moins de 30%, et que ça, c'est vous qui payez. Ce matin, l'Asie est ouverte, pas de President Day, les mouvements sont pas spectaculaires, on va dire que tout est légèrement en hausse, et la seule chose qu'il faut retenir, c'est que le PIB japonais était bon ce matin, voire un peu trop bon, parce que du coup, comme c'est trop bon, on craint évidemment le retour de la hausse des taux au Japon. Dans les news du jour, on notera qu'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que Taiwan Semiconductor et Broadcom seraient en train de réfléchir à racheter Intel, chacun de leur côté, et puis ensuite à casser la boîte en deux, parce que Broadcom, il s'intéresse à la division design d'Intel, mais ne bougera pas s'il trouve personne pour récupérer la division fabrication. En revanche, TSMC de son côté s'intéresse aux usines, et potentiellement via un consortium. Donc aucune alliance entre eux pour l'instant, juste des discussions séparées, mais l'idée d'un Intel éclaté n'a jamais été aussi crédible. Alors, autrefois, la boîte était totalement intouchable, par contre cette fois, le géant pourrait être contraint de choisir fabriquer ou concevoir, mais plus les deux, en tout cas plus les deux en même temps. Et le début de la fin
fin, peut-être, le début du découpage, probablement, on dirait. C'est en tout cas ce qui ressort du Wall Street Journal de ce week-end. Autrement, on a Macron qui appelle les pays européens pour une séance de crise au sujet de l'Ukraine, Zelensky qui déclare ce week-end que l'intention de Poutine, c'est de déclarer la guerre à l'OTAN. Ce qui est assez drôle, hein, je suis pas stratège militaire, mais tous les jours, on nous dit que la Russie est au bout du rouleau, qu'ils ont plus de fric, plus d'armée, plus rien, tellement ils sont affaiblis par les sanctions. Mais en même temps, ils voudraient se friter avec l'OTAN, frontalement. Ça paraît assez crédible. Et puis, la petite statistique du jour qui fait réfléchir en ce lundi matin, si on en croit le graphique qui s'affiche, le Dow Jones et le S&P 500 ont évolué dans des directions opposées au cours des 5 ans des 200 derniers jours. Alors vous me direz, et alors? Et je vous répondrai, oui, mais une divergence aussi importante ne s'était jamais produite auparavant. Et j'ajouterais même que cette série dépasse les précédents records enregistrés lors de la bulle Internet de l'an 2000. Et là, vous me direz, on en fait quoi alors? Je vous répondrai, rien. Sauf qu'on peut jouer à se faire peur en se disant que la dernière fois que la divergence était si grande, il y a eu un crash boursier. Ou alors on peut se dire que la pondération du Dow Jones n'est plus représentative du tissu économique américain et qu'aujourd'hui, avec 14% de tech dans le Dow, ça ne peut plus rivaliser avec le S&P 500 qui en a 33%, lui, de tech à l'intérieur. En gros, le Dow Jones est peut-être dépassé, has-been par rapport au S&P 500, et ça ne va pas faire baisser le marché pour autant. Par contre, vous aurez au moins des trucs à raconter au prochain apéro. Bref, tout ça pour vous dire que ce matin, c'est très calme, que les ricains sont fermés, qu'il n'y aura pas de chiffres économiques, et que la semaine va commencer demain, pour de vrai. Mais qu'au vu de la passion qu'il y a actuellement pour les titres européens, on pourrait quand même avoir des surprises aujourd'hui. Passez une excellente journée, et on se voit demain matin. D'ici là, vous connaissez le principe, abonnez-vous à la chaîne Suisse Côte en français, likez, partagez et commentez. Et moi, je vous retrouve demain. Allez, bye bye, très belle journée.